lutte contre la pauvreté des enfants. Nous passons à la période des questions. Chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Grandview Children's Center dispense d'excellents programmes aux enfants de la région de Durham. C'est un excellent centre qui répond aux intérêts des enfants et de leurs familles. Lorsque j'ai entendu qu'il y a sur la liste d'attente 2500 enfants, j'étais étonné. Cet établissement doit être remis à niveau, mais le gouvernement n'agit pas. 970 enfants autistes attendent des services et le temps d'attente moyenne est 520 jours. Le gouvernement a la capacité de faire toute une différence. Les députés de cette région ont demandé un investissement de la part de la Première ministre. Donc, à la Première ministre, est-ce que la Première ministre écoutera ses propres députés et cette garderie afin d'aider les enfants autistes? C'est ce qui s'impose. Ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse. Je remercie le député de sa question et je remercie les députés de ce côté qui ont demandé une rénovation de cette installation. Le député d'en face discute de l'autisme en Ontario. Il sait très bien que ce gouvernement investira 500 millions de dollars en financement supplémentaire pour les services pour enfants autistes. C'est un investissement sans précédent dans ce secteur, non seulement ici en Ontario, mais à l'échelle du pays et à l'échelle de l'Amérique du Nord. Nous sommes très fiers de pouvoir investir dans ces services et cet investissement est historique et fera toute une différence. Complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, la Première ministre, j'espère que j'aurai cette fois-ci une réponse. Le ministre peut dire que le gouvernement accorde une priorité au secteur, mais il n'a pas répondu à la question en matière de Grandview. Il y a presque 1000 enfants sur la liste d'attente. Il y a un temps d'attente moyenne de 520 jours. C'est une chose de dire que c'est une priorité, mais nous ne voyons aucun progrès réalisé. Et ce n'est pas seulement Grandview à Durham, Yessakan à Don Valley West, qui sera obligé de fermer ses portes et l'Ontario perdra 130 places en garderie. Il n'est pas trop tard de protéger cette garderie. Le gouvernement a l'occasion de faire ce qui s'impose, que ce soit Grandview ou Yessakan. Je demande à la Première ministre, allez-vous fournir le financement nécessaire à ces installations pour que les enfants autistes puissent se faire dispenser les services nécessaires? Le ministre. Je veux parler des investissements d'immobilisation dans nos centres de traitement des enfants. Depuis 2008-2009, ce gouvernement a investi plus de 300 millions de dollars dans les investissements d'immobilisation pour ces centres. Le chef de l'opposition discute de l'autisme et des investissements dans ce secteur. Nous parlons de 500 millions de dollars pour les services d'autisme en Ontario. C'est sans précédent. Aucun gouvernement n'a jamais fait un tel investissement. Nous sommes très fiers de notre bilan. Cet investissement de 500 000 dollars créera 16 000 nouvelles places en garderie et nous avons pour objectif de réduire les temps d'attente. Nous aurons également plus de pôles diagnostiques et nous ferons en sorte que les enfants ontariens aient ce dont ils ont besoin pour atteindre leur plein potentiel. Complémentaire final. Monsieur le Président, encore une fois, la Première ministre, pour la troisième fois, je vais lui poser cette question. Le gouvernement a poursuivi en justice les familles ayant des enfants autistes et ont enlevé des enfants des listes d'attente. Le gouvernement refuse de renouveler et de rénover le centre Granville à Oshawa. Et bientôt, Yessakan sera obligé de fermer ses portes dans la circonscription de la Première ministre. Et donc, ces enfants seront privés de ces services nécessaires. L'attaque du gouvernement aux enfants autistes et à leurs familles doit être arrêtée. Le gouvernement ne peut pas
annuler ces poursuites en justice, mais le gouvernement a l'occasion de fournir un appui. Donc, plutôt d'utiliser les notes d'allocution du gouvernement ou de parler des bilans des autres gouvernements, je vais poser la question à la première ministre. Allez-vous financer Granville et Yes I Can? Veuillez répondre à cette question. Le ministre, nous ne parlons pas du passé, nous parlons d'aujourd'hui. Et donc, il y a toute une différence entre les propositions de notre gouvernement et celles de l'opposition. Nous faisons un investissement de 500 millions de dollars dans les services autistes. Il part des services, mais aussi des investissements d'immobilisation. Nous avons investi 300 millions de dollars en investissement d'immobilisation, 500 millions de dollars pour les services dispensés aux enfants autistes. Le député d'en face sait que notre gouvernement a fait beaucoup plus que n'importe quel autre gouvernement quant aux services pour enfants autistes. Rasseyez-vous. Merci. Nouvelle question. Chef de l'opposition. Ma question s'adresse à la première ministre parce que je n'ai pas eu une réponse quant aux services pour enfants autistes. Parlons des tarifs d'électricité. La semaine dernière, la première ministre avait reconnu que c'était son erreur. Mais comme l'a dit Robin Herbeck de Radio-Canada, à part des avertissements, il n'y avait pas d'avertissement. Elle a dit, à part des avertissements, des manifestations en raison des tarifs d'électricité élevés. Donc, le gouvernement n'avait aucun signe que c'était un problème. Donc, quand est-ce que la première ministre s'est rendue compte que c'était son erreur? Est-ce que c'était lorsque les gens se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas en mesure de payer leurs factures ou que les personnes âgées vivaient en pauvreté énergétique? Quand est-ce qu'elle s'est rendue compte de ces erreurs? Et pour la quatrième fois, est-ce que la première ministre répondra à la question? La première ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le député d'en face est au courant du fait que nous sommes efforcés à réduire les tarifs d'électricité. Nous avons enlevé la redevance de liquidation de la dette. Nous avons créé le programme ontarien de soutien pour les factures d'électricité, où nous avons négocié à nouveau le contrat avec Samsung, où nous avons pris la décision de ne pas construire davantage de centrales nucléaires. Nous avons effectué de nombreux changements. Ce que j'ai dit, c'est que le chaos qui avait été créé par l'ancien gouvernement auquel nous faisions face, le réseau d'électricité était en piteux état. Les investissements nécessaires n'avaient pas été faits. Donc, même durant le mandat du Parti néo-démocrate, on aurait pu conclure des accords avec le Manitoba. Ces décisions n'ont pas été prises. On a dû s'attaquer au problème et il y a des coûts associés. Complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, la première ministre. Je pensais que la première ministre avait reconnu ses erreurs, mais maintenant, elle blâme tout le monde sauf son propre gouvernement. D'avouer une erreur, c'est la première étape, mais cette mesure de la part de la première ministre vient trop tard. Demandez à la population d'Owen Sound, le maire de laquelle qualifie les factures d'électricité de ridicules. Pour ces fautes de signalisation, la Ville avait consommé 442 $ en électricité, mais la facture était plus de 10 000 $, 500 000 $ en frais de livraison, 4 000 $ pour payer leur ajustement global. Je suis d'accord avec le maire d'Owen Sound, c'est ridicule. La première ministre, comment peut-elle justifier une telle facture de 10 000 $, mais seulement 442 $ en électricité utilisée? C'est ridicule. Rasseyez-vous. La première ministre. Merci. Dans ma réponse, j'avais discuté des changements faits et de la réalité qu'il y avait du chaos qui avait été créé par les anciens gouvernements. Et comme je l'ai dit, durant le week-end dernier, il y a encore du travail à faire.
et nous devons nous concentrer sur les coûts quotidiens de la population. Je comprends cette réalité et je sais que les changements que nous avons faits, nous avons rendu le réseau électrique fiable et propre, et donc il y avait des coûts associés. Il y a encore du travail à faire. En ce qui concerne les municipalités, je comprends qu'il y en a qui partent au parti de l'opposition. Mais la réalité, c'est que nous nous efforçons à mettre fin au fardeau créé par le gouvernement précédent. Nous avons réduit l'imposition dans les municipalités et nous le faisons parce qu'elles avaient besoin de pouvoir dispenser plus de services. C'est à la hauteur de 3 milliards de dollars. Complémentaire final. Encore une fois, la première ministre, est-ce que c'est une excuse lorsque vous continuez de blâmer les autres et vous n'assumez pas votre responsabilité? Global News a discuté d'un couple à Kingston et leur facture d'électricité extrêmement élevée. La famille s'est vue débrancher l'électricité en août parce qu'ils n'avaient pas payé cette facture. Mais puis, un donneur a payé la facture. Ils ont maintenant eu l'électricité branchée. Mais un tel don ne devrait pas être nécessaire. Trop d'Ontariens se trouvent dans cette situation. Le gouvernement s'en fiche. Est-ce que la première ministre fera preuve de compassion plutôt de demander aux voisins de payer la facture? Je ne veux pas de solution temporaire, je veux une vraie solution et je ne veux pas entendre parler d'une remise. Aurons-nous des changements significatifs, plutôt des solutions temporaires? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. À l'ordre. À l'ordre. Au chef de l'opposition, lorsque je me lève, vous vous asseyez. La première ministre. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, je comprends pourquoi le chef de l'opposition veut peut-être parler d'un tel sujet de façon sarcastique. C'est une tactique politique. Vous savez, il y a beaucoup d'éléments qui se produisent en même temps. La réalité, c'est que nous devions régler le problème que nous avions au sein du secteur de l'électricité. De l'autre côté de l'allée, on voulait ne rien faire, continuer à utiliser l'énergie sale, mais ce n'est pas une solution, Monsieur le Président. Et de ne pas faire les investissements nécessaires, ce n'est pas non plus une solution. Nous avons agi, nous avons fait les investissements nécessaires et je sais, Monsieur le Président, et je le sais clairement, que la population de cette province a payé beaucoup trop cher sur ses factures d'électricité. C'est pourquoi nous agissons afin de diminuer la facture. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Est-ce que la première ministre croit qu'il ne soit pas éthique pour quelqu'un de demander ou d'accepter un pot de vin pour être candidat dans une élection, même si la loi l'interdit? Au procureur général. Merci, Monsieur le Président. De ce côté de la Chambre, comme tous les députés le savent, toute forme de pot de vin est inacceptable. La députée de l'autre côté pose ces questions. Nous parlons ici d'un cas qui se trouve dans les tribunaux, comme nous l'avons dit auparavant, et il est donc inapproprié de parler des faits de cette poursuite ou de plaider cette cause ici, dans cette Chambre. Et on nous avertit qu'on ne devrait pas discuter de questions qui sont devant les tribunaux et j'invite tous les députés de la Chambre à respecter cette règle. Vous avez aussi rendu une décision sur ce sujet et nous voulons laisser le cas devant les tribunaux, comme vous l'avez conseillé. Complémentaire. Monsieur le Président, un avocat plaidant fédéral a dit que
ministre de l'Énergie aurait demandé un poste afin de quitter son poste au fédéral et qu'il y a ici un échappatoire qu'il y a un échappatoire puisqu'on peut demander un poste pour se présenter candidat, mais il est interdit d'en offrir un. Est-ce que la première ministre appuie ces mauvaises éthiques tant qu'elles ne soient pas condamnées par la loi? Réponse. Procureur général, l'enquête est en train d'être faite, est en cours. Des accusations ont été déposées contre 2 personnes qui ne sont pas des députés de cette Chambre. Ces accusations sont maintenant plaidées en cours. Le ministre de l'Énergie n'a pas été accusé de quoi que ce soit. Il doit faire son travail de façon honorable et il n'est pas approprié, comme je l'ai mentionné plus tôt, dans cette Assemblée, de parler de ce sujet. On parle ici d'une poursuite juridique qui est devant les tribunaux et il faut respecter le processus. Complémentaire final. Monsieur le Président, la première ministre et son leader parlementaire insistent que tout va bien parce que le ministre de l'Énergie n'a pas été accusé. C'est peut-être une raison pour laquelle il n'a pas été accusé. C'est peut-être une technicalité, un échappatoire. C'est la base de l'éthique de ne pas offrir de pot de vin et de ne pas en accepter. Aujourd'hui, on dépose un projet de loi pour mettre fin à cet échappatoire et pour faire en sorte que les électeurs passent au premier plan. Ma question est fondamentale. Est-ce que la première ministre appuiera de faire en sorte que les électeurs soient mis à l'avant-plan et de mettre fin à cet échappatoire? Le procureur général. Premièrement, c'est décevant de voir ce qu'essaient de faire les néo-démocrates. C'est simplement d'obtenir quelques points politiques en toute bassesse. Il y a ici un processus législatif, juridique, qui est en cours. Cette question doit être traitée devant les tribunaux. Si la députée de l'autre côté dépose un projet de loi, eh bien, ce projet de loi suivra son cours. Il y aura des consultations. J'ai bien hâte de tenir cette conversation avec elle. Je respecte les opinions des autres. Monsieur le Président, on ne peut adopter ce projet de loi simplement sans les considérer. Et en fait, il faut respecter le processus. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Monsieur le Président, je ne me rappelle pas avoir demandé le consentement unanime pour le passage de ce projet de loi. Je demandais simplement si la première ministre croyait que c'était une bonne idée. Nous avons vu des excuses présentées des libéraux au cours de la dernière fin de semaine, mais je ne vois pas, bien qu'elle ait fait ces excuses, je ne vois pas ici la parole à l'action. On voit que c'est un peu cynique parce qu'on continue à vendre les actions d'Hydro One et on continue d'aider les amis libéraux et à ignorer la population de cette province. Est-ce que la première ministre montrera que ses excuses signifient quelque chose et arrêtera la vente d'Hydro One? La première ministre. Monsieur le Président, ce que j'ai dit au cours de la fin de semaine, est très cohérent avec ce que nous avons fait, c'est-à-dire de travailler pour diminuer la facture d'électricité des Ontariens. Je reconnais que les améliorations que nous avons faites au système, les changements que nous avons apportés pour qu'il soit fiable, a amené un fardeau sur la population. Nous apportons des changements, entre autres, d'enlever la TVH de la facture des Ontariens qui a été proposée par plusieurs personnes, incluant certains députés des néo-démocrates, et bien que ça se produira au début janvier, peu importe combien de fois la chef du troisième parti soulève cette question de la vente d'actions d'Hydro One ou des tarifs d'électricité, ça ne crée pas une réalité. La réalité, c'est que la vente d'Hydro One signifie la construction d'infrastructures dans la province et nous continuerons à faire ces investissements nécessaires. Complémentaire.
Monsieur le Président, la population de l'Ontario ne peut payer sa facture. Qui aurait pu croire que la population de cette province ne serait plus en mesure de payer sa facture d'électricité, de voir son électricité coupée parce que votre facture a doublé, que vous ne pouvez plus vous permettre de la payer? C'est la réalité de beaucoup trop d'Ontariens dans cette province aujourd'hui. Des excuses sans fond n'aideront pas cette tranche de la population. Peut-être que les libéraux se sentiront mieux, mais ça ne change pas la réalité. Est-ce que la première ministre va enfin commencer à penser à la population de cette province et s'engager à arrêter toute vente de Hydro One afin que la privatisation de notre système d'électricité prenne enfin fin ici dans cette province? La première ministre, je sais qu'il y a beaucoup de gens dans cette province qui ont de la difficulté à payer leurs factures d'électricité. Donc, de retirer la redevance de la dette, c'est de les aider. D'amener un programme d'aide, c'est aussi pour les aider. D'amener de nouveaux projets signifie d'aider la population de l'Ontario. De retirer 8 de cette facture d'électricité, c'est aussi pour aider la population de cette province. De construire l'infrastructure, des routes, des ponts, du transport en commun, qui serait sans doute appuyé par une ancienne version du Parti néo-démocrate, ira de l'avant. Et nous devons reconnaître qu'il faut continuer à travailler pour diminuer les factures d'électricité, mais aussi d'avoir de l'infrastructure. C'est essentiel. Complémentaire final. Monsieur le Président, est-ce que la première ministre sait que 80 de la population n'appuie pas la vente d'Hydro One? Elle devrait peut-être y prêter attention. La population a de la difficulté, tout le monde sait. Les gens ont perdu leur emploi parce que les tarifs d'électricité signifient que leurs employeurs n'ont pas été en mesure de les conserver sur la masse salariale. Certains Ontariens doivent choisir entre l'électricité et la nourriture. De vendre Hydro One signifie que les gens au sein du parti s'enrichissent et que de plus en plus d'Ontariens ordinaires tombent dans la pauvreté. Voilà la réalité de cette province depuis que les conservateurs l'ont commencé au début des années 90. Est-ce que quelqu'un prend au sérieux les excuses de cette première ministre? Est-ce qu'elle arrêtera d'aider ses amis et se reculera de cette voie erronée où on ne fait qu'aider les amis du Parti libéral? Asseyez-vous, s'il vous plaît. La première ministre, au ministre du Développement économique et de la croissance. Monsieur le Président, la chef du troisième parti veut que les Ontariens la prennent au sérieux. Elle devra commencer à parler des faits. Et le fait est, Monsieur le Président, que d'élargir l'actionnariat d'Hydro n'a rien à faire avec cette province. Il faut de la crédibilité. Et si vous voulez de la crédibilité, il faut traiter les faits. Voilà les faits. Nous investissons dans le transport en commun parce que nous avons une première ministre qui a le courage de prendre les décisions difficiles afin de construire le transport en commun, de construire les routes. Intervention du président. Le ministre. Monsieur le Président, il y a deux genres de politique ici. Il y a ceux qui parlent et ceux qui mettent la parole à l'action. Et c'est ce que l'on fait ici. Il faut la deuxième solution dans cette province, pas la première. Intervention du président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. Nouvelle question, député de Leeds-Grenville. Ma question s'adresse à la première ministre. Les libéraux continuent de permettre à un membre de cette Assemblée qui est accusé de demander un pot de vin
de siéger en tant que ministre de la Couronne. Ça ne fait que vous montrer que l'intégrité est un concept complètement étranger lorsqu'on parle du Parti libéral. J'ai été surpris hier lorsque la première ministre a défendu son ministre de l'Énergie. Peut-être que la première ministre a enfin trouvé la bonne voie, qu'elle ramènera l'intégrité et la confiance dans le bureau de la première ministre. Et donc, je vais lui poser encore la question. Est-ce que la première ministre est enfin prête pour accepter la démission du ministre de l'Énergie? À la vice-première ministre. J'espérais que le député s'excuse de son comportement d'hier, mais puisque ce n'est pas le cas, je sens le besoin de lui rappeler un cas dont il se rappelle sans doute. Ça ne s'est pas produit il y a très longtemps, c'était en 2009, lorsque la députée d'Haliburton-Court-Alex-Brock a démissionné de son siège et a accepté un autre poste la même journée. On a même vu un gros titre qui était dans le Sudbury Star qui disait Scott cherche un nouveau poste. Le Peterborough Examiner a dit, en échange de quitter son siège, Scott prend la responsabilité d'être présidente de la campagne. Complémentaire. Les Ontariens demanderont des excuses de votre part de ne pas avoir demandé au ministre de démissionner. Puisque la première ministre continue de défendre son ministre de l'Énergie de la même façon que la première ministre a défendu Pat Sotbara ici dans cette Assemblée, j'espère qu'elle est prête à défendre ses actions devant les tribunaux. J'espère qu'elle témoignera en tribunal. Et je sais que la première ministre voudra faire la bonne chose et qu'elle évitera une autre erreur. Est-ce que la première ministre se débarrassera de son privilège de ne pas témoigner et est-ce qu'elle ira témoigner dans le cas de la poursuite judiciaire contre Pat Sorbara? La vice-première ministre. Il y a beaucoup d'éléments qui soulèvent des questions lorsqu'on parle de l'éthique du côté des conservateurs. Et on parle ici de l'élection partielle de Scarborough River. Je crois que nous tous nous rappelons le volte-face, volte-face, volte-face qu'a fait le chef de l'opposition en ce qui concerne le programme d'éducation sexuelle. Il y a un candidat qui était très claire sur son opposition à ce programme éducatif. Elle ne faisait aucun volte-face. Et son nom était Queenie Yu et elle était candidate dans l'élection partielle de Scarborough River. Et après un échange mystérieux et secret avec un assistant conservateur, intervention du président. Député de Timmins Bay James, nouvelle question. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas ce que ça avait à faire avec la question, mais ma question s'adresse à la première ministre. Pendant des années, ce gouvernement a mis de l'avant ses propres intérêts. C'était bien tant qu'il y avait un échappatoire pour s'en échapper. Maintenant, il est temps de fermer ces échappatoires. Cet après-midi, je déposerai un projet de loi qui met les électeurs à l'avant-plan et je demande et fait en sorte que demander un pot de vin est une infraction aussi importante que de se faire offrir un pot de vin. Est-ce que la première ministre appuiera ce projet de loi? Le procureur général. Monsieur le Président, la seule chose que je connais de ce projet de loi présentement, c'est ce que nous a dit le député de l'autre côté au cours d'une mêlée de presse. J'ai bien hâte de lire ce projet de loi qui n'est toujours pas déposé. J'imagine qu'il sera déposé cet après-midi, mais le député de l'autre côté est un député de cette Chambre depuis très longtemps et il n'y a aucun doute qu'il connaît le processus de cette Assemblée très bien. Il sait qu'il faut passer par une deuxième lecture. Intervention du président.
Monsieur le Président, il y aura certainement un débat sur ce projet de loi et j'ai bien hâte d'en faire partie et ensuite de l'envoyer en comité. Et le député sait très bien qu'il faut écouter aussi le public. Intervention du président. Complémentaire. Monsieur le ministre, vous prétendez que c'est un projet de loi compliqué. Il est très simple. Soit il est illégal d'accepter un pot de vin et d'en demander un. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il semble que la population ontarienne est du même avis. Si on ne peut se faire offrir un pot de vin pour accepter un poste, eh bien, l'inverse devrait aussi être vrai. Je vous pose donc la question de nouveau. Oui, est-ce que le gouvernement appuiera cette loi lorsque nous demanderons l'adoption de ce projet de loi? Le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, je ne vais pas donner mon opinion sans même avoir lu le projet de loi. Vous savez, on dit c'est un projet de loi simple, c'est un concept simple. Montrez-moi le projet de loi. J'ai bien d'avoir une conversation sur ce projet de loi. Monsieur le Président, on parle ici d'un processus. Ce que les néo-démocrates font, c'est de jouer dans la politique. On parle ici de deux personnes qui sont présumées innocentes. Ils ont été, et les néo-démocrates, tout ce qu'ils font, c'est de salir la réputation d'un ministre de cette Chambre. Et tout ce qu'essaie de faire le député de l'autre côté, c'est d'entacher la réputation d'un ministre. Tenons un débat. J'ai bien hâte de voir le dépôt de ce projet de loi, de le lire. Il y aura un débat. Nous allons écouter la population et nous allons voir où on se dirige avec ça. Député de Kitchener-Son, ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Le gouvernement augmente les investissements en éducation dans l'Ontario et grâce à ces investissements, le taux de diplomation augmente ainsi que tout le reste. Et on sait tous que les conservateurs voulaient couper les investissements en éducation et on se souvient le problème avec les acteurs de l'éducation lorsqu'ils étaient au pouvoir. On refuse cette démarche. Pour nous, on suit une nouvelle voie, c'est-à-dire investir de façon sans précédent dans l'avenir des élèves. Et cela porte des fruits. Est-ce que la ministre peut informer la Chambre sur la façon dont la modification, la formule de financement et son impact sur les écoles de l'Ontario? Merci. Je voudrais remercier notre députée honorable brillante de Kitchener-Centre. Contrairement à l'opposition, on sait très bien que les élèves doivent avoir les ressources nécessaires pour leur réussite scolaire. Voilà pourquoi on a modifié la formule de financement. Augmenter le financement pour acheter les services et les ressources, augmentation au transport, parce qu'on tient compte des distances que les élèves doivent se déplacer et également d'autres ressources pour l'éclairage, le chauffage et même pour les directeurs d'école, même si l'opposition, intervention du président. Veuillez poursuivre. Même si les conservateurs voulaient congédier les travailleurs, nous avons augmenté les investissements pour les écoles, que peu importe où vous allez à l'école en Ontario, les élèves doivent avoir les ressources nécessaires pour leur réussite scolaire. Complémentaire. Merci. Je voudrais remercier la ministre pour sa question. Oui, le gouvernement s'engage à ce que les écoles rurales aient les ressources nécessaires pour leur éducation. Dans le budget 15-16, ce gouvernement assure 3,7 milliards de dollars pour les écoles rurales. Les conservateurs ont un bilan désastreux en matière d'éducation. Et la seule politique qu'ils veulent parler, c'est-à-dire le programme s'excède, alors qu'on ne sait même pas quelle est leur position, c'est oui ou c'est non. Et pour eux, c'était de la publicité pour s'attaquer aux enseignants. Étant donné leur bilan, est-ce que la ministre peut informer la Chambre sur l'investissement et le dossier libéral en éducation, même alors que le député n'était même pas là?
Je voudrais remercier la députée de Kitchener-Centre. Nous voulons que le système de l'éducation soit le meilleur. Le taux de diplomation est de 85 et nous investissons dans les conseils scolaires ruraux, comme Leeds Grenville. Il y a eu une augmentation de 43 et Peterborough, l'investissement a augmenté de 73 Depuis 2003, nous avons appuyé 16 nouvelles écoles qui sont ouvertes sous la construction planifiée, y compris dans North Grenville Public School, Thousand Islands Elementary School, Meadowview Public School. Même si le député finalement voulait congédier les enseignants dans sa collectivité, nous allons continuer à améliorer le système scolaire de l'Ontario. Intervention du président, arrêtez la pendule. J'ai pris une note l'autre jour. Je suis préoccupé que vous parlez par exemple, d'un district scolaire d'un autre. Lorsque quelqu'un a fait quelque chose, déclare quelques activités, restez sur les politiques, les préoccupations de votre circonscription. Nouvelle question. Député de Elgin, Middlesex, London. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Monsieur le Président, le gouvernement continue à rationner les soins de santé. Selon l'Institut Fraser, les patients attendent de plus en plus, y compris l'Ontario. Les temps d'attente ont augmenté de 10 cette année. Les chirurgies ont été annulées et le gouvernement ne finance plus les soins de santé 12 mois de l'année. Quand est-ce que le gouvernement a financé les soins de santé et travaillé avec les professionnels de la santé pour dispenser des soins de qualité? Ministre de la Santé et des soins de longue durée, je suis heureux de répondre à cette question. Concernant l'information sur l'Institut favori des conservateurs qui se penche sur les listes d'attente dans la province, je suis très heureux de voir, lorsqu'on mesure nos listes d'attente avec ceux ou les chiffres de l'Institut Fraser, nous avons les meilleurs chiffres au Canada. C'est très intéressant et cela démontre le résultat de nos investissements. On parle plus de 100 millions de dollars pour diminuer les listes d'attente. Mais finalement, de passer à un médecin de famille, à un spécialiste, nous sommes le meilleur élève dans le pays. Et ou d'un spécialiste à la procédure ou le traitement nécessaire, nous sommes le second meilleur élève de la classe, soit en deçà de la norme nationale. On apporte des modifications importantes pour s'attaquer à la liste d'attente complémentaire. Merci, Monsieur le Président. C'est bien que le gouvernement choisit le rapport qu'il souhaite, mais si on pense au rapport du Commonwealth, le Canada, intervention du président, à l'ordre. Veuillez conclure. Le rapport de financement du Commonwealth, le gouvernement est 12e. Comparativement à d'autres pays, le ministre est meilleur d'être le meilleur ou le pire. Et finalement, ils sont loin de la vérité. Les temps de demande, ce n'est pas le seul problème en réseau de la santé. Le gouvernement augmente la bureaucratie au détriment des professionnels de la santé. Hier, l'Association des infirmières est contre le projet de loi 51, l'Organisation des médecins qui finalement fatigue les professionnels de la santé. Et le rapport, et finalement, il dit qu'ils se sont des menteurs. Intervention du président, arrêtez la pendule. Premièrement, lorsque je me lève, vous vous asseyez. Deuxièmement, vous allez retirer vos commentaires. Je les retire. Ministre de la Santé, Monsieur le Président, on parlait du rapport auquel il faisait renvoi dans tout le Canada. Nous avons, par exemple, la liste d'attente pour un scanner, pour une échographie, pour un MRI. Les temps d'attente pour les chirurgies sont baissés. Pour l'oncologie, en 2015-16, a diminué de 39 au cours des 2 dernières années. L'électrovasculaire a diminué de 36
du même rapport mentionné auquel renvoie le député. Il faut faire davantage. On devrait être fier du réseau de la santé qui dispense des soins aux Ontariens et qui assure les listes d'attente les plus courtes au pays. Et les preuves sont là. Ce sont des indicateurs pour avoir accès aux spécialistes. Nouvelle question. Député de Toronto Danforth. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Hier, à la réponse à notre question, de demander au gouvernement fédéral de s'engager de nettoyer la rivière de Wattapoom qui empoisonne la population de Grassy Narrow. Le ministre de l'Environnement a dit nous allons faire le nettoyage en fonction de la population et du chef de bande. Hier, a fait une déclaration. J'invite la première ministre de tenir son engagement, de la signer son engagement et dans une cérémonie est correcte pour s'assurer que c'est vrai. Est-ce que la première ministre communiquera-t-elle avec le chef de bande pour nettoyer la rivière de Grassy Narrow? J'ai eu une conversation avec le chef de bande. Je suis allé à Grassy Narrow. Nous sommes engagés à faire tout en notre pouvoir, comme le ministre de l'Environnement l'a mentionné, pour nettoyer cette situation, pour retirer ce mercure de l'écosystème, pour s'assurer tout ce que l'on peut faire. Nous sommes diligents, comme on l'a été ailleurs au pays, comme la députée de Nickel Belt l'a fait. Voilà pourquoi il y a 300 000 $ pour appuyer les évaluations. Comme je l'ai dit par le passé à plusieurs reprises, on n'a pas à agir en contradiction avec la science que si on prend des mesures, que cela allait empirer la situation. On ne va pas le faire. L'un des experts japonais qui a rendu public un rapport, il est possible, a dit que si on modifie les saisiments, la situation pourrait empirer. On va faire tout ce que l'on peut, mais nous ne voulons pas empirer la situation. Complémentaire. Monsieur le Président, le ministre, de retour à la première ministre, le ministre a dit que le gouvernement va nettoyer la situation en fonction du chef de bande et de la population. Ils sont désespérés. Ils ont entendu les paroles du ministre. Mes collègues et moi, on a entendu le ministre. La presse a entendu les paroles du ministre une fois de plus. Maintenant que le ministre s'est engagé, quand est-ce que la première ministre signera-t-elle une entente avec le chef de bande? Quand est-ce va-t-elle débuter le nettoyage de Grassy Narrow une fois pour tout? Intervention du président. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Première ministre. Ministre de l'Environnement et responsable de l'action climatique. Je pense que le député d'en face, j'espère qu'il va comprendre ce que je dirais. Le ministre responsable des Autochtones a signé une pipe lors d'une cérémonie. Nous avons passé la journée avec le chef de bande Forrester. Est-ce que vous savez qu'est-ce que cela veut dire d'accepter une pipe et de participer à cette cérémonie? C'est l'un des engagements les plus importants que j'ai vus par un ministre. Peut-être vous pouvez faire de respect parce que c'est important et ne pas m'interrompre. Je vous ai écouté. Je crois que c'est un élément important. Lorsque cette pipe a été acceptée, c'est un engagement profond de la part du gouvernement et de deux ministres. Et vous savez quoi? Le chef de tribu de bande a publié le rapport. On parle 2 pages de mesures que nous allons prendre. Nous avons déjà commencé le financement à cet égard. Nouvelle question. Député de Barrie. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Je sais que la santé est une priorité du gouvernement. Pour avoir un accès aux soins nécessaires à la maison, dans la collectivité, ou dans des hôpitaux exceptionnels. Il est important, cela pour le gouvernement et en tant que député de Barrie. Je sais que le gouvernement a augmenté le financement en santé à la hauteur d'1 milliard de dollars à 51,8 milliards de dollars cette année.
Et à cause de cet investissement dans le réseau de la santé, nous avons vu des avancées. La semaine dernière, lors de l'énoncé économique d'automne, le gouvernement a réaffirmé son engagement en santé avec une nouvelle annonce d'un autre investissement de 100 millions de dollars dans les hôpitaux de l'Ontario. Est-ce que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée peut nous informer des avancées en santé que l'Ontario a fait, des investissements que l'Ontario continue de faire pour dispenser des soins de qualité aux Ontariens? Ministre de la Santé et des Soins de longue durée, j'apprécie la question de la députée de Barrie. Plus tôt cette année, au printemps, nous avons annoncé 345 millions d'investissements dans les hôpitaux. En outre, cela est passé à 1 milliard de dollars dans les soins palliatifs, les soins de prévention, santé mentale et dans une série de mesures, y compris diminuer les listes d'attente. Et je crois qu'il est important de le répéter. Le rapport de l'Institut Fraser est d'accord avec nous qu'on a fait des avancées pour diminuer les listes d'attente. Nous sommes le meilleur élève de la pays, 25 de la moyenne nationale, et nous avons les taux les plus faibles pour les scanners, les échographies et autres. On peut faire davantage, mais cela est la preuve que l'investissement en santé à la hauteur de 2 de cette année seulement a un impact qui est vu et ressenti par les patients. Complémentaire, merci de cette réponse. Je sais que tous les hôpitaux de l'Ontario sont heureux d'apprendre que le gouvernement continue à faire des investissements à long terme qui aidera les patients, les familles pour de meilleurs soins et un accès plus rapide à tous les services à l'échelle de l'Ontario. Ces investissements vont se traduire par de meilleurs soins aux patients, les attentes plus courtes et améliorer la perspective des patients. Nous savons que les conservateurs n'ont pas un excellent bilan en santé et pour eux, la politique, c'est de voir le nombre de fermetures d'hôpitaux. Le gouvernement adopte une démarche différente et nous voyons les résultats. Monsieur le Président, par vous et au ministre, pouvez-vous informer la Chambre des investissements faits par l'investissement dans tout l'Ontario, dans les régions rurales, pour améliorer les soins de santé? Ministre, Monsieur le Président, on reconnaît que les petites villes, les régions rurales de l'Ontario font face à des défis particuliers en matière de soins de santé. J'ai travaillé très fort avec tous les partis et les députés de cette Chambre pour nous assurer que ces services et ces soins sont là et maintenus. Et un exemple de ces services, de notre engagement, on travaille en étroite collaboration avec l'hôpital général de Brooksville, dans le comté de Leeds-Grenville. Et dans le cadre de cette annonce de 148 millions pour les hôpitaux, en outre 3,2 millions de dollars à l'hôpital général de Brockville uniquement. Lorsque vous vous penchez sur cet investissement, en plus des investissements par le financement ou les AirList, soit une augmentation de 18 de l'hôpital de Brockville. Et je pense que c'est important pour le député de Perth Wellington. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Mike Carter exploite Food Town, une épicerie dans Maryland. Il voulait diminuer sa facture d'électricité. Il veut conserver de l'énergie. Il a participé à un programme pour aider à installer de l'éclairage efficace. Il a en outre remplacé ses congélateurs et ses réfrigérateurs. Sa question est toute simple. Ayant fait tout ce qu'il doit faire, investir des milliers de dollars pour devenir plus efficace, est-ce que la première ministre est-elle d'accord que Mike paie moins pour sa facture d'électricité? Ministre du Développement économique, je suis assuré que le député va partager avec l'entreprise et qu'il aura, à partir du 1er janvier, une diminution de 8 de sa facture d'électricité. Est-ce que 600 $, et si on parle de 4 000 $ de ses coûts, pour ce genre d'entreprise, on parle de finalement 600 à 800 $ de moins par année à cause des décisions du gouvernement, décisions que vous n'appuyez pas. Peut-être pouvez-vous expliquer à Mike pourquoi il n'appuie pas, qu'il n'aurait pas droit à ce 600 à 800 $ de rabais?
Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux que le député ait souligné le 8 de rabais. Si la première ministre était logique, et la réponse aurait été oui, sa facture diminuera. Mais en Ontario, c'est jamais aussi simple. Footam a diminué sa consommation à cause qu'il dépense moins que 15 kilowatts par mois. Et finalement, les frais de livraison, maintenant, il est passé à un autre programme. Et le résultat, les frais de livraison ont doublé parce qu'il n'utilise pas suffisamment d'énergie. Maintenant, sa facture a augmenté de 30 et ce n'est même pas l'hiver. Je voudrais demander à la première ministre et qu'elle réponde à la question de Mike, je cite, « Comment pouvez-vous justifier quelque chose d'aussi stupide? » Ministre. Veuillez vous asseoir. Ministre, le ministre de l'Énergie adopte des mesures pour diminuer le coût de l'électricité de plusieurs façons. Pour améliorer le système, trouver des façons d'améliorer la livraison des services. Il continue de le faire. Mais ce qu'il a proposé le 1er juillet est important pour les entreprises, les familles et les autres organismes dans la province. 8 de rabais à partir du 1er janvier. C'est important. Cela va aider les petites entreprises comme celle de Mike. En outre, pour ces petites entreprises. Et finalement, on a retiré la taxe sur les capitaux. Et nous avons finalement la taxe sur la TPS et la TVH qui va diminuer. Il y a un certain nombre de programmes qui vont diminuer les taxes sur les capitaux pour les entreprises comme celle de Mike. Sont 2 de moins que la moyenne américaine. C'est une aide importante pour les petites entreprises et finalement, on peut faire davantage. Merci. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci. C'est une question qui s'adresse à la première ministre. Dans ma ville de Hamilton, Joan Priol, qui est la gestionnaire des services sociaux et d'urgence, a tiré la sonnette d'alarme parce que leur financement ne suffit plus à garantir la pérennité de leurs activités, en partie à cause des tarifs d'électricité trop élevés. Et donc, malheureusement, la population aux quatre coins de l'Ontario paie le prix de la mauvaise gestion de ce dossier par le gouvernement libéral et les excuses ne vont pas vraiment aider ces gens à améliorer leur situation. Par contre, le fait d'interrompre la vente au rabais de Hydro One peut aider ces gens. Quelles sont les mesures que compte prendre la première ministre pour aider ces gens aux quatre coins de l'Ontario qui passent entre les mailles du filet? Merci. Le ministre du Logement est responsable de la stratégie de réduction de la pauvreté. Merci beaucoup. Merci pour cette question tellement importante. Alors, tout d'abord, la gestionnaire qui a tiré la sonnette d'alarme a en fait participé à notre groupe d'experts concernant le sans-abrisme et l'itinérance. C'était une membre respectée de ce groupe d'experts et nous avons reconnu ses recommandations, y compris concernant la ville de Hamilton. Bien sûr, nous considérons le fait de mettre fin à l'itinérance comme une priorité au sein de notre gouvernement et nous avons le 1er janvier 2013 lancé une initiative dans ce but. Il s'agit d'une stratégie de prévention communautaire de l'itinérance et c'est un investissement financé à 100% par la province. Il s'agit de fournir des services aux personnes en danger de tomber dans l'itinérance. Complémentaire, eh bien, je peux vous dire que tous les organismes qui s'occupent de ce secteur depuis 2000 disent qu'il y a de plus en plus de pauvreté infantile. Et je peux vous dire que le fait qu'on ait vendu au rabais Hydro One et le fait que cela ait fait augmenter les tarifs d'électricité ne fait rien pour
remédier à cette situation. Et ce qu'a dit cette gestionnaire, c'est que malheureusement, son organisme est à court de fonds. Et qu'en octobre, malheureusement, davantage de gens ont fait appel à leurs services que prévu et qu'ils ont eu bien du mal à répondre à leurs besoins. Elle dit également que la ville de Hamilton, malheureusement, se trouve en position très difficile à cause de l'augmentation des tarifs d'électricité. Que va faire la Première ministre pour s'assurer que ces tarifs diminuent à court comme à long terme? Merci, Monsieur le Président. Eh bien, j'ai parlé de ce programme lors de ma première réponse et je peux vous dire que à partir de 2017, nous allons faire augmenter notre financement de 15 millions de dollars pour ce programme sur les 3 prochaines années. Et je pense que cela représente beaucoup d'argent et cela va être synonyme d'un investissement total de 2 milliards de dollars d'ici 2019-2020 dans ce programme. Et je pense vraiment que c'est un investissement très important de la part de notre gouvernement qui démontre à quel point ce domaine est une priorité pour notre gouvernement. La ville de Hamilton a reçu en 2015-2016 plus d'1 million de dollars et c'est une somme qui va augmenter de 200 000 dollars pour chaque année suivante consécutive. Et donc, le gouvernement finance les municipalités sur la base de leurs besoins. Merci, la députée de Kingston-et-des-Îles, pour une nouvelle question. Merci. Cette question s'adresse à la ministre déléguée à la condition féminine. La traite de personnes est un acte criminel terrible qui est synonyme de traumatisme très important pour ces victimes. Malheureusement, c'est un fléau qui touche les jeunes femmes de nos collectivités en général, mais également les jeunes garçons et les personnes des communautés autochtones. C'est une forme terrible d'exploitation et je sais que la ministre prend très au sérieux ce fléau qui a des effets dévastateurs sur les victimes de tels actes. Est-ce que la ministre pourrait nous donner des détails concernant les initiatives que prend le gouvernement pour lutter contre cette traite de personnes? Merci, la ministre. J'aimerais remercier la députée de Kingston-et-des-Îles pour cette question très importante. Notre gouvernement prend des mesures concrètes pour lutter contre la traite de personnes et nous avons écouté les experts de ce domaine, les fournisseurs de services et bien sûr les survivants et survivantes afin de développer une stratégie complète de lutte contre la traite de personnes. C'est une initiative à hauteur de 72 millions de dollars qui se déroulera sur 4 ans pour lutter contre la traite de personnes et pour mieux soutenir les victimes et survivants et survivantes de cette traite de personnes. Mais les femmes de tous horizons socio-économiques, de toutes origines, sont malheureusement touchées par ce fléau, particulièrement dans les communautés autochtones, et c'est pourquoi nous allons mettre en place une stratégie à long terme à hauteur de 100 millions de dollars pour lutter contre la violence faite aux femmes autochtones. Merci. Merci, Madame la ministre, pour cette réponse. 72 millions de dollars représentent une somme vraiment importante que vous investissez dans la lutte contre la traite de personnes et je sais que la police de ma circonscription travaille également avec acharnement à lutter contre ce fléau. Et j'aimerais dire que vraiment, la traite de personnes n'est pas une chose que nous tolérons dans cette province. Nous voulons absolument mettre fin à ce fléau et cela passe par une collaboration étroite entre toutes sortes d'intervenants dans toutes sortes de domaines et c'est exactement ce que nous faisons. Est-ce que la ministre pourrait nous donner des détails concernant la collaboration nécessaire à mettre en place un tel cadre de lutte contre la traite de personnes en Ontario? La ministre, oui, la députée a tout à fait raison. Nous avons réalisé des progrès très importants depuis le lancement de cette stratégie en juin de cette année. Et il y a donc un bureau de coordination de la lutte contre la traite de personnes. Jennifer Richardson a été nommée la chef de ce bureau.
Et Mme Richardson est une experte en matière de traite de personnes et elle va pouvoir nous faire profiter de l'expérience qu'elle a acquise au Manitoba dans ce domaine. Il y a également d'autres parties prenantes de ce secteur qui y participent, ainsi que, par exemple, le Collège policier de l'Ontario. Il y a également le ministère du procureur général. Il y a 6 nouveaux procureurs de la Couronne qui seront embauchés pour traiter de tels cas. Il y aura davantage de programmes offerts aux victimes et aux témoins. Et nous voulons également soutenir les fournisseurs de services pour qu'ils puissent se consacrer au mieux aux intérêts et aux besoins des victimes. Merci beaucoup. Nouvelle question, le député de Prince Edward Hastings. Merci. Cette question s'adresse à la Première ministre. Nous avons entendu aujourd'hui à de nombreuses reprises à quel point les gens étaient indignés par les factures d'électricité exorbitantes qu'ils doivent payer. Et nous avons également parlé de leur colère concernant ce fait. Alors, il y a une entreprise de ma circonscription qui investit 40 000 $ dans de nouveaux produits, de nouvelles lampes, afin d'économiser de l'électricité. Mais la réalité, c'est que leur facture n'a malheureusement pas augmenté en conséquence. Au contraire, elle a augmenté de 23 000 $. Donc, c'est vraiment absolument absurde, mais dans l'Ontario des libéraux, c'est une chose qui est devenue normale, monnaie courante. Et je ne sais pas si la Première ministre se rend compte de l'absurdité de cette situation, mais le chef de cette entreprise se demande comment le gouvernement va remédier à cette situation. Nous voulons tous le savoir. Comment allez-vous remédier à cette situation? Merci, le ministre du Développement économique et de la croissance. Nous avons répondu à de nombreuses questions similaires par le passé, mais je ne peux pas résister à la tentation de vous parler de Hanke. Red Kelly était ici dans cette chambre aujourd'hui, et ceux qui sont assez âgés pour se souvenir de ces victoires fulgurantes se seront réjouis de le voir ici. En tout cas, j'aimerais savoir si peut-être on ne pourrait pas adopter des stratégies de Hanke pour remédier à cette situation. Bon, je plaisante, mais cette question était bien sûr une question sérieuse. En tout cas, c'était une question que nous prenons très au sérieux, bien entendu, et nous sommes en train de prendre des mesures pour faire baisser les tarifs d'électricité de ces entreprises. Merci. Il n'y a pas de vote remis. La séance est donc suspendue jusqu'à 1 h cet après-midi. Désolé, trop tard.